Voici un cliché en couleur d'une vaste région de la Grèce du Nord, avec la Thessalie au sud et la Macédoine en haut de l'image. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une photographie, c'est une image satellite. Ces images satellites, nous commençons à les exploiter en archéologie pour de la télédétection, en complément des photos aériennes ou des images radars que nous utilisons déjà depuis longtemps. Ce n'est pas une photographie, en effet, car cette image est obtenue à partir d'un négatif coloré qui est ici, qui est lui-même le produit de 3 enregistrements des signaux envoyés par le satellite, chacun dans une bande spectrale particulière. Ces clichés que l'on différencie par les teintes grises plus ou moins prononcées des uns ou des autres, avec les paramètres de date et d'enregistrement qui les concernent, nous pouvons en obtenir des compositions colorées, soit proches de la perception que nous avons, par exemple, en utilisant la couleur verte pour rendre la végétation, soit, au contraire, avec ces teintes rouges pour analyser plus précisément les caractéristiques minérales, physiques du paysage, mais aussi pour retrouver les marques que les hommes ont laissées dans ces zones d'exploitation. L'image que nous avons vue est facile à situer. La ville de Salonique au nord, avec le grand delta constitué par le fleuve Vardar venant de Yougoslavie et l'Aliakmon venant des montagnes d'Épire, avec le golfe de Volos au sud et la ville de Volos. Et c'est dans la région que l'on appelle la Thessalie, la plaine thessalienne, que je travaille pour essayer de reconstruire le paysage antique, la distribution des établissements humains, urbains et agricoles, qui l'ont mis en valeur. Les données fournies par le satellite sont traduites soit en ligne, soit en couleur, les rouges et les bruns marquant très vivement le relief, cette mosaïque de taches jaunes, rouges et oranges, traduisant les cultures de la plaine. C'est d'autres réalités que nous avons cherché à analyser, moins visibles à l'œil nu, mais très perceptibles sur l'image. Par exemple, une grande faille tectonique produite par les mouvements sismiques dans la région de Larissa. Cette faille, nous la suivons largement, soit par le cours de la rivière, soit par la disposition des villages. Mais elle paraît s'interrompre plus à l'est, parce que, nous le savons par les voyageurs du 19e et par les témoignages récents, que jusque dans les années 60, un immense lac occupait cette région. En était-il de même de l'Antiquité? C'était notre problème, parce que, en supposant l'existence de ce lac et l'absence d'établissements humains, on pouvait se dispenser de chercher des sites. L'hypothèse que nous avons faite était qu'au contraire, les sites continuaient jusqu'au pied de la montagne, et nous sommes allés voir, et nous avons trouvé dans ce secteur les sites non connus qui nous montraient que dans l'Antiquité, il y avait là une zone d'exploitation agricole. Avec ces nouvelles images satellites plus fines et plus précises, nous pouvons effectuer des recherches encore plus détaillées dans les structures de paysage, regarder par exemple s'il y a des lignes de champs ordonnées et organisées pour trouver des cadastres. Nous y sommes aidés bien évidemment par toutes les méthodes de calcul de traitement d'images actuelles, filtrage, statistique, etc. Et les applications que nous pouvons attendre de ces nouveaux modes d'information vont se développer en nous apportant ce que j'appellerais une véritable imagerie archéologique, comme on a parlé depuis longtemps d'imagerie médicale.
La prospection archéologique utilise une très large gamme de techniques qui vont de techniques d'observation aérienne et de photographie jusqu'à des techniques de mesure géophysique au sol ou des techniques de décompte des vestiges en surface, sans oublier bien sûr les techniques où l'on étudie l'ensemble des documents anciens dont on peut disposer sur un territoire donné, comme par exemple les anciens cadastres ou les anciens plans d'intendance. Tous les archéologues ont un jour ou l'autre pratiqué l'observation des témoins archéologiques, des tessons, des bouts de silex qui peuvent être présents à la surface du sol et qui permettent en général d'identifier les sites et surtout d'avoir de premiers éléments pour les dater. Après cette première observation, on peut décider si le site le mérite de faire ce qu'on appelle un ramassage raisonné en définissant des surfaces sur lesquelles on va observer tout ce qui est ou ramasser tout ce qui est de façon à pouvoir faire des décomptes précis et étudier donc la répartition de l'ensemble des vestiges, des témoins archéologiques et avoir une idée de l'étendue du site et de sa structuration interne. Ces détecteurs de métaux sont des outils très utiles en prospection archéologique dans la mesure où la cartographie des objets métalliques sur un site est quelque chose qui peut être très intéressant. Malheureusement, de tels outils sont actuellement utilisés pour détruire en fait l'information archéologique par des gens qui veulent ramasser simplement ces objets, alors que le plus important en archéologie, c'est l'information qui est portée par la position des objets les uns par rapport aux autres. Il ne faut donc jamais déplacer un objet sur un site archéologique et il faut toujours essayer de cartographier en place. On continue quand même à employer des détecteurs de métaux quand on le fait, disons, sérieusement, mais il faut que chacun sache qu'il est en principe interdit par la loi d'extraire des sites archéologiques et de toute autre place aussi les objets métalliques anciens qui peuvent y exister. La prospection électromagnétique n'est pas seulement utilisée pour la détection d'objets métalliques. Vous avez là un appareil de la classe Lingram calculé de telle sorte qu'il puisse nous donner simultanément la conductivité électrique du sol par la réponse en quadrature et la susceptibilité magnétique du sol. On peut donc, par la méthode magnétique ou par une technique électromagnétique capable de mesurer la susceptibilité magnétique du sol, mettre en évidence l'accumulation de sol, par exemple, ce qu'on peut avoir dans un trou de poteau, dans un puits, dans une ancienne fosse. C'est aussi très intéressant sur les sites où ont été pratiqués les arts du feu, essentiellement les sites de type atelier de potier ou les sites de métallurgie. La technique de prospection basée sur la résistivité électrique, donc la méthode électrique pour l'essentiel, permet de voir tout ce qui est vestige de matériaux de construction, mais aussi tout ce qui est structure de terre quand la situation est favorable. C'est l'extension des sites archéologiques à prospecter qui a conduit à étudier des solutions pour la mesure automatique de la résistivité du sol. Habituellement, on déplace des électrodes manuellement, ça prend très longtemps. Donc très rapidement, on s'est préoccupé de réaliser ces mesures d'une manière entièrement automatique. Et pour cela, on a remplacé les électrodes piquées manuellement dans le sol par des électrodes tournantes qu'on a voulu entraîner derrière un tracteur, par exemple. Eh bien, le gros avantage, c'est de pouvoir faire de la cartographie très rapidement, puisque à partir des données enregistrées sur la disquette du PC, de retour au laboratoire, on peut passer directement à l'établissement d'une carte des anomalies de résistivité qui mettent en évidence des structures éventuellement d'origine archéologique. La prospection thermique, comme son nom l'indique, consiste à mesurer les températures du sol et permet aussi d'observer tous les micro-reliefs présents à la surface du sol, ce qui est très important
pour la reconstitution des anciens parcellaires agricoles. L'avantage pour le point de vue archéologique, c'est de donner une vue d'ensemble d'une région et donc de ne pas focaliser l'attention sur un seul site, mais de le restituer dans un ensemble qui est donc tout un terroir et de montrer ou de pouvoir fonder des hypothèses sur les relations qu'il pouvait y avoir donc, entre un site particulier, un village, un château, une maison et le terroir agricole qui l'entourait. D'une manière générale, on cherche donc à apprendre sur un site donné en fonction de ce qu'on en sait, la méthode qui nous paraît la plus adaptée à la recherche des vestiges qui sont considérés comme les plus pertinents pour le site. On peut, disons, présenter comme but ultime à la prospection, même si c'est un but qui paraît en partie inaccessible, le fait d'arriver un jour à remplacer la fouille ou à remplacer la majeure partie des fouilles, ce qui aurait l'avantage, évidemment, d'apporter une information qui pourrait être contrôlée ensuite et d'éviter toute destruction de la source du savoir archéologique. Le site de la Balme de Thuit se situe dans la vallée de Thônes, sur la rive droite du Fier. C'est un torrent et il est orienté plein sud. La stratigraphie est assez longue puisque nous avons le médiéval, l'âge du fer avec une passe romaine, le bronze final, ensuite certaines séries du néolithique, en dessous l'épipaléolithique. Et ensuite, pour le moment, nous ne savons rien. Nous avons quelques indices qui nous permettent de dire qu'il se pourrait très bien qu'il y ait le paléolithique supérieur, c'est peut-être le magdalénien. À l'heure actuelle, l'intérêt est centré sur une période de transition entre le mésolithique et le néolithique moyen. Cette couche archéologique, ici c'est la couche 5B du site, c'est ce fameux néolithique ancien. Là, il semble y avoir un bois, bois, donc c'est assez dense. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette couche 5B? Alors, bon, la 5B, c'est une couche intéressante parce qu'elle est entre le mésolithique, qui est moyen, et puis des couches néolithiques. Et dans cette couche qu'on est en train d'analyser, on a trouvé passablement de faune, surtout sauvage, c'est-à-dire des cerfs et des sangliers dominants, plus du chamois et des bouquetins. Mais l'intérêt, disons, de cette couche, c'est qu'elle recèle aussi en très faible nombre des ossements d'animaux domestiques. Ces animaux domestiques, normalement, on aurait dû les trouver dans ces couches ici. Et là, on en trouve. Ces deux os sont des os des pattes. Vous avez ici un os d'auroch qui a été trouvé dans le Jura français, un auroch entier. Et on voit déjà la différence de taille qui est assez considérable entre l'auroch et le bœuf domestique. C'est un des critères qu'on utilise pour déterminer l'appartenance soit à des espèces sauvages ou domestiques. Il y a une diminution de taille très nette. Il y a d'autres critères qui sont utilisés que je ne peux pas montrer ici, mais on emploie des radiographies. Les os des animaux domestiques sont beaucoup plus étroits et minces que ceux des animaux sauvages. Si on faisait une radio, on verrait très bien la différence d'épaisseur entre cet os et ces deux os. Et le problème intéressant, c'est qu'on trouve également dans d'autres sites
du Vercors, par exemple, à Balmerousse, les niveaux qui sont datés de la même époque, avec aussi un faible pourcentage d'espèces domestiques. On retrouve ça dans le Jura aussi, à Bavans, et dans d'autres sites encore. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et important. Et jusqu'à maintenant, on aurait pensé quoi? Si les études très fines au point de vue faune n'avaient pas été faites, on aurait peut-être dit que c'était du néolithique moyen. Les mésolithiques ont peut-être attrapé des animaux qui étaient déjà élevés par d'autres populations, qui étaient déjà des éleveurs. Par exemple, dans le Valais, on a des grands sites où on a un élevage presque exclusif de bœufs et de caprinés. On peut aussi avoir des animaux qui ont été échangés entre ces populations. Ça pose le problème des contacts entre ces chasseurs et les éleveurs qu'on trouve dans d'autres régions à la même époque. Et ensuite, on a trouvé des bois qui étaient fixés au crâne à la période où le cerf a sa belle tête, c'est-à-dire en période brute. En automne, fin novembre. Et là, c'est le premier indice qui nous a fait penser que le site était occupé peut-être... Une bonne partie de l'année. C'est ça. Alors, sédentarisation, non sédentarisation, ça c'est une autre histoire. Les poissons constituent probablement la meilleure source d'information sur le rythme saisonnier et sur le calage chronologique de l'occupation du site. Je pourrais donner le mois de capture à plus ou moins, disons, 15 jours ou 3 semaines près et savoir si la pêche s'est effectuée tout au long de l'année ou à certains moments. Qu'est-ce que c'est l'ichthyologie alors? L'archéoichthyologie est l'étude des vestiges osseux de poissons trouvés dans les sites archéologiques. Les lignes d'arrêt de croissance visibles sur les vertèbres de poissons indiquent l'hiver, se déposent au cours de l'hiver. En observant la distance qu'il y a entre le dernier cerne d'hiver et la marge extérieure de la vertèbre, on peut en déduire à quel moment la capture a été faite. La couche 5B a livré un grand nombre de vertèbres de truites et une majorité de ces vertèbres correspond à une capture de printemps. Quelques-unes ont été capturées en été, en automne et en hiver, il n'y en a aucune. Actuellement, avec la convergence de toutes les informations, le travail en commun avec Louis Schex pour les mammifères, la concertation avec l'archéologue, les tamisages, la notation anatomique permettant de mettre en évidence l'absence ou la présence de tels fragments de l'animal, eh bien on peut dire ce sont des truites de telle variété, de telle taille, pêchées à une saison bien déterminée, d'un poids défini, d'un nombre évaluable et d'une saison de capture précise. C'est vraiment cela qui est, disons, je pense, l'apport fondamental de la démarche archéométrique. Ça repose le problème de la définition du néolithique. Du néolithique, et on ne sait pas en fin de compte comment appeler cette couche 5B. Est-ce qu'on l'appelle néolithique ancien? Est-ce qu'on l'appelle un mésolithique en voie de néolithisation?
Cette pirogue médiévale, elle a pu être datée du XIVe siècle, et monoxyle, c'est-à-dire qu'elle est taillée dans un seul et même tronc d'arbre, il n'y a pas d'assemblage. Et elle a été découverte dans les eaux du lac de Paladru, en Isère, en 1962. De 1962 à 1978, elle a été transportée et réimmergée dans les eaux du lac du parc de la Tête d'Or, à Lyon. Ensuite, de 1978 à 1987, elle est restée en stockage au Centre d'études nucléaires de Grenoble, au Centre d'études et de traitement des bois gorgés d'eau, en attendant d'être traitée. Vers 1980, en 81 très précisément, nous avons cherché à diversifier les méthodes que nous utilisons. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons utilisé la lyophilisation, qui est une technique qui est de plus en plus utilisée, qui satisfait beaucoup les archéologues et les conservateurs, notamment pour des raisons de déontologie, puisque c'est une technique qui conduit à modifier au minimum la structure du bois. Cette pirogue protohistorique qui a été trouvée à l'Union, près de Toulouse, va subir le même traitement que celle de Paladru. C'est un traitement qui consiste d'une part dans cette cuve à ce que l'on substitue à l'eau du bois un produit qu'on appelle le polyéthylène glycol, qui va avoir pour but d'éviter lors du séchage des effondrements cellulaires, et d'autre part de consolider le bois. Dans la deuxième partie, une fois que cet échange d'eau par ce produit est fait, on va enlever l'eau par un traitement de lyophilisation qui consistera à mettre cette pièce dans une machine qu'on appelle un lyophilisateur. C'est un traitement qui se passe sous un vide partiel et on va dans un premier temps congeler le produit imprégnant, et dans une deuxième phase, on va provoquer la sublimation de l'eau, c'est-à-dire provoquer le passage direct de la phase solide à la phase gazeuse. Et après cela, on a donc un bois qui est sec, et dans la dernière partie, on va éventuellement faire des travaux de restauration pour consolider, recoller, ci ou là, de façon à ce que la pièce soit bien présentable dans un musée. En revanche, les deux pièces qui sont sur le côté ont été traitées, elles, par la méthode nucléaire, c'est-à-dire par un échange premier entre l'eau et l'acétone, puis de l'acétone et la résine styrène polyester, et ensuite une irradiation qui a pour but de durcir la résine qui imprègne maintenant le matériau, c'est-à-dire de la polymériser. On a choisi cette méthode nucléaire pour traiter ces rames, comme de nombreux autres petits objets, parce que cette méthode confère une grande solidité aux pièces ainsi traitées, une grande facilité de manipulation ensuite, et pour des bois très dégradés, c'est le seul moyen de sauvegarde. C'est une méthode qui est irréversible, donc on ne cherche pas à la développer pour des objets qui ne nécessitent pas un traitement aussi dur, mais en revanche, ça nous permet souvent de sauver véritablement des pièces. Dans notre laboratoire, nous utilisons aussi une autre technique qui a été appliquée aux rames de Paladru ou qui a été appliquée à ce peigne et à un certain nombre d'objets. Son principe est le suivant. On va remplacer la totalité de l'eau par un solvant. Puis, dans une deuxième phase, on remplace ce solvant par une résine liquide parce que la résine n'est pas soluble dans l'eau. Et lorsque la résine gorge ce bois, on va utiliser le rayonnement gamma pour durcir, pour polymériser cette résine à l'intérieur. Et c'est ainsi que l'on a donc un matériau sec et solide.
comment choisir pour chaque objet la méthode qui sera le mieux appropriée. Ce choix se fait, cette sélection se fait toujours en concertation avec les conservateurs des musées destinataires, avec les archéologues qui ont découvert les pièces et qui vont les étudier, et avec nos chimistes et nos physiciens. Il est évident que l'on pourrait trouver qu'il est un peu curieux que des personnes qui ont des formations très techniques, des formations notamment de physique nucléaire, s'occupent de ce genre de problème. Et il est évident que si la sensibilité à l'objet archéologique n'est pas uniquement concentrée chez les archéologues ou chez les conservateurs, nous-mêmes qui sommes des hommes de science, entre guillemets, nous pouvons aussi être frappés, être touchés par la beauté ou par le témoignage que peut apporter un objet archéologique. Dans les fouilles archéologiques, on trouve de nombreux squelettes, de nombreux vestiges humains qui font l'objet d'une étude anthropologique. L'os étant le reflet du milieu dans lequel il a évolué pendant le vivant de l'individu, on va essayer, à partir de l'examen anthropologique de ces ossements, d'avoir des informations sur les individus eux-mêmes, sur les conditions de vie dans lesquelles ils évoluaient. Il y a des informations de type macroscopique, des informations qui sautent aux yeux dès qu'on observe les restes humains. C'est par exemple la déformation volontaire du crâne. Vous avez ici, sur ce crâne, une déformation qui a été pratiquée durant l'enfance de l'individu, et on remarque très nettement une déformation quand on le compare par rapport à ce crâne-ci qui n'a pas été, lui, déformé. On voit très nettement la forme qu'il prend. Mais on s'est rendu compte en étudiant le problème qu'en réalité des crânes déformés, il y en a un petit peu partout et à toutes les époques. Et vous avez ici, par exemple, devant moi, un autre crâne déformé qui a été découvert, lui, dans une importante nécropole de Basse-Normandie. Alors ça veut dire que cette pratique culturelle qui était plutôt répandue en Europe centrale s'est diffusée petit à petit à partir du IVe siècle essentiellement, mais quelquefois un petit peu avant, dans toute la Gaule, en suivant les migrations des peuples qui ont circulé depuis leur lointaine contrée jusqu'à la façade atlantique ou même jusque sur la Manche. L'examen général des crânes est une chose, mais on peut aller chercher également le détail en les examinant de beaucoup plus près. On a l'exemple ici d'une malformation du plafond de l'orbite qui est due à une anémie, généralement causée par un déficit en fer lors de l'alimentation, surtout pendant l'enfance. On a ici au contraire un traumatisme qui est révélateur d'un choc vraisemblablement ou d'une chute sur la pommette gauche. Le phénomène est intéressant parce qu'il est associé également à une fracture de l'avant-bras qu'on voit bien ici, et fracture qu'on appelle fracture de défense, qui est la conséquence généralement d'une parade à un coup porté près du visage. Ce qui est très intéressant dans ce site, c'est qu'on a un grand nombre d'individus présentant de telles fractures, ce qui laisse supposer que les conditions de vie étaient difficiles. Mais l'on a également des preuves, des traces que les hommes, même pendant les périodes très anciennes, cherchaient
à guérir leurs concitoyens et cherchaient à les soulager. On a ici un exemple de trépanation parfaitement cicatrisée. Les blessures par arme sont particulièrement spectaculaires et ont souvent été utilisées pour tenter de démontrer l'agressivité des populations anciennes et notamment des populations préhistoriques. En fait, il faut avoir toujours présent à l'esprit qu'il s'agit là de lésions qui sont tout à fait exceptionnelles, qu'on ne rencontre que très rarement dans les fouilles, mais que pour cette raison, on a tendance à mettre en exergue. Un exemple tout à fait probant, sur ce crâne du Moyen-Âge, une blessure mortelle par instrument tranchant, qu'il s'agisse d'une épée ou d'une hache. Lésion plus étonnante encore, sur cette vertèbre lombaire néolithique, une pointe de flèche, ici en silex, qui s'est plantée dans la face antérieure de la vertèbre après avoir traversé l'aorte abdominale. On est donc certain que cette lésion était mortelle et que le sujet n'a pas pu survivre à sa blessure. Ce petit caillou nous raconte une histoire plus étonnante encore. Il a été découvert par des archéologues lors de la fouille d'un dolmen. Et les fouilleurs l'ont récupéré en considérant qu'il s'agissait d'une concrétion minérale que les hommes préhistoriques avaient ramassée dans une grotte et avaient déposée en offrande auprès des défunts. À l'analyse, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un phosphate de calcium et donc d'un calcul de la vessie. Dans ces progrès tout à fait spectaculaires de l'anthropologie, il faut bien prendre conscience du fait que toute la démarche dépend de la manière dont les archéologues auront su repérer et récupérer au moment de la fouille ces vestiges d'apparence si différente de ce qu'ils ont l'habitude de reconnaître pour humains. Nous, avec notre approche de physiciens, mais c'est vrai pour les chimistes, c'est vrai pour les géologues, nous mettons au point des méthodes, parce que, souvent spécifiques des matériaux archéologiques, parce que ces matériaux ne sont ni naturels au sens du géologue, ni de synthèse au sens du physicien. Et cela nous oblige à adapter nos méthodes et quelquefois à en imaginer de nouvelles. À tel point que nous trouvons parfois des transpositions de nos méthodes des matériaux archéologiques à des matériaux contemporains ou à des matériaux du futur. Ce sont nos recherches sur la cathodoluminescence des céramiques glacurées médiévales qui nous ont permis de résoudre des problèmes d'oxydation de certains constituants des matériaux composites d'Hermès. Un des modes de prélèvement des échantillons sur du matériel archéologique est la réalisation de lames. Ici, une lame épaisse et une lame mince à côté de 30 microns qui ont été prélevées sur un échantillon de carreaux de pavement issu de la tour de Vérines à Mérignac, un monument en Aquitaine, et qui est daté de la fin du XIVe siècle. Nous allons ici procéder à des observations en cathodoluminescence, dont le principe est le même que celui de la télévision. Il s'agit d'un bombardement d'électrons qui induit des émissions colorées sur l'échantillon observé. Ces émissions colorées nous renseignent sur les phases cristallines contenues dans une argile. Leur émission caractéristique colorée nous permet de différencier les quartz des feldspaths des zircons.
Nous sommes ici dans le laboratoire d'analyse des matériaux archéologiques et en particulier des céramiques. L'appareillage devant vous est un microscope électronique à balayage dont la fonction est triple. On introduit l'échantillon par ce sas et on le bombarde avec un faisceau d'électrons. Vous avez ici la colonne du microscope électronique. L'interaction des électrons avec cet échantillon va produire différents types de phénomènes que l'on va exploiter. Alors tout d'abord, première fonction du microscope électronique, la fonction image. Nous observons sur un écran de visualisation une image de la section bombardée par le faisceau électronique. Dans le cas présent, c'est une céramique glaçurée du Moyen-Âge, vue en section. On peut déterminer l'épaisseur de la couche de la glaçure, on peut examiner l'interface entre glaçure et substrat, on peut observer les grains qui sont dans la céramique ou les cristaux qui se sont formés dans le verre, et on peut donc avoir une série d'informations inaccessibles par d'autres moyens. Deuxième fonction de l'appareillage, elle découle d'une interaction entre les électrons et la matière qui produit une émission de rayonnement X. Ces rayonnements X sont détectés ici par cet élément et sont sélectionnés. On peut les sélectionner parce qu'ils sont caractéristiques des atomes contenus dans l'échantillon. Et on obtient sur un autre écran de visualisation, un spectre caractéristique de la composition élémentaire de l'air examiné sur l'échantillon ou du cristal examiné. Troisième information intéressante que nous allons retirer de cette expérience, c'est la plus importante pour nous parce qu'elle soutient nos recherches en datation par thermoluminescence, c'est l'étude de la luminescence grain par grain dans cette céramique, produite par le bombardement électronique. À l'aide d'une fibre optique, nous récupérons à l'intérieur de la chambre du microscope le signal optique et nous l'amenons, grâce à cette fibre, vers un système d'analyse qui nous permettra d'obtenir un spectre de la composition spectrale de l'émission de luminescence. La cathodoluminescence en microscopie électronique à balayage trouve d'autres applications que celles liées à l'archéologie. En effet, dans le cadre de programmes de recherche qui nous ont associés à la SEP, la Société européenne de propulsion, nous avons pu développer une étude des défauts liés à la présence de l'oxygène dans des matériaux composites, c'est-à-dire des céramiques tout à fait modernes, qui sont supposés être utilisés pour le façonnement du bouclier thermique de la navette spatiale européenne Hermes. L'oxygène que cette navette va rencontrer lors de sa repénétration dans l'atmosphère va provoquer une dégradation du matériau. Cet oxygène induit des défauts dont la luminescence est spécifique. Cette luminescence a une couleur bleue. Nous en avons enregistré le spectre en longueur d'onde. Il est centré dans le bleu. Grâce à ce spectre d'émission, nous avons pu sélectionner cette plage, la retrouver sur notre écran du microscope électronique, ce qui nous a permis de localiser les défauts et de les quantifier. Nous trouvons là une application tout à fait parallèle à celle des applications à l'archéologie, puisque c'est l'industrie qui est notre partenaire privilégié.